Le blason, ça se défend comme ça se porte, avec de l'audace, toujours de l'audace. Les idées larges, il avait dit. Beaupréau. Nous sommes en 38, foutre Dieu. Il faut vivre avec son temps, à la jeunesse et l'expérience. Qu'elle jette son fichu par-dessus les moulins, ceux de Pantin ou d'ailleurs. Une fille, et après, elle pilote des avions à présent. Alors, soyons modernes. Ah, pour sûr, si ça avait duré. Mais la récréation était terminée, chacun retournait à sa place. Avec tout ça, je n'étais pas fier. Ça me faisait comme une petite trahison sur l'estomac, du lourd à digérer. On a beau se dire sans feu ni lieu, on n'est jamais au-dessus de la mêlée. Patrick Péchereau, quand vous parlez d'histoire, vous n'êtes jamais au-dessus de la mêlée? Au-dessus de la mêlée, non, il faudrait que... comment dire que se prétendre au-dessus de la mêlée serait peut-être un peu se pousser du col. Donc, bien évidemment, je fais partie de la mêlée comme tout un chacun. Il n'y a que peut-être certains individus exceptionnels qui, à des moments donnés, peuvent se dire au-dessus de la mêlée, mais en fait, on ne s'en extrait jamais. Non. On ne peut pas être au-dessus de la mêlée. Quand on vit avec son temps, quand on écrit, à plus forte raison quand on écrit, je pense. Voilà, l'auteur n'est pas au-dessus de la mêlée, il est dedans. Il doit se penser ou se prétendre au-dessus, ce serait s'en déconnecter en plus. Mais par contre, la mêlée, il faut parfois prendre un peu de recul. Voilà. Donc, il faut être dedans et de temps en temps à côté pour la regarder un peu plus à froid. Belleville-Barcelone, ça se situe en 38, c'est la fin, le Front populaire s'est effondré. On sent les choses qui montent en Europe, et puis c'est la guerre civile d'Espagne. Pourquoi cette période vous passionne, Patrick Péchereau? Justement parce que ça annonce cette Seconde Guerre mondiale dont on va parler à l'instant. Je suppose, comme tout auteur, je suis imprégné de mon histoire personnelle ou des centres d'intérêt qui m'ont jalonné. Donc cette période en fait partie pour des tas de raisons qui seraient sans doute un peu longs et puis peut-être inutile à dire. Mais ce qui m'a intéressé pour traiter de la guerre d'Espagne, c'est que j'ai voulu traiter, alors c'est pas le sujet inutile non plus, j'ai voulu traiter de la guerre dans la guerre, c'est-à-dire celle que se menaient les gens qui soutenaient les républicains espagnols et qui ont fini par se livrer une guerre interne. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'était de voir comment on pouvait basculer de l'idéal à l'idéologie. Voilà. Donc j'ai traité ça à travers des trajets et des destinées individuelles. Parce que je pense que ce qui est intéressant pour moi, je ne généraliserai pas sur ce qui est intéressant pour les romanciers, je devrais dire, j'en sais rien. En tous les cas, ce qui est intéressant pour moi, c'est de prendre des personnages et puis de voir comment placer dans telle ou telle circonstance, et donc à plus forte raison des circonstances historiques où on prend parti, où on ne prend pas parti, mais s'abstenir de prendre parti, c'est un parti pris quand même. Donc quelles sont les choses qui vous poussent à prendre ce parti-là et après à y rester, justement, sans forcément prendre le recul nécessaire à faire un petit pas de côté de la mêlée. La mêlée, on y est avec Boulevard des Branques, donc le roman que j'avais cité au départ. Petit extrait là aussi pour nous situer. Vous êtes certaine que le train venait de Clermont, Clermont de l'Oise? Pas Clermont-Ferrand évidemment. J'ai affranchi les nouvelles. Griffard est mort, elle a demandé incrédule. N'en faites pas trop, il n'est pas le seul. Des Maccabées, il y en a plein les routes. Oui, mais eux, vous n'étiez pas chargés de les protéger. J'aurais pas fait pire que ce dont c'était le boulot. Vous n'avez pas été fortiche avec votre muet pendant que je mettais le braquet sur Paris-Chartres. Vous l'avez bien laissé filer. La charité, quoi la charité? D'après l'infirmier qui les accompagnait, c'est là où ils allaient, la Charité-sur-Loire. À vélo, ça faisait une trotte. Mais le train des dingues avait été le dernier à sortir de Chartres. Derrière lui, les voies avaient sauté. J'en étais là de mes cogitations quand la rumeur s'est répandue à la vitesse d'une traînée de poudre. Les Allemands ont passé la Seine. On pense avoir touché le fond, mais le bordel, c'est pire que le tonneau des Danaïdes. Il y a eu comme un tourbillon dans la cathédrale. Une grande vague s'élevait vers la sortie. J'ai harponné Yvette et on s'est planqué contre un pilier. Le Gus en prière s'était accroché au tronc comme un main de misaine dans la tempête. C'est là que j'ai vu ses chaussures. Elles faisaient tache dans le décor. Des pompes noires et blancs, tout ce qu'il y a de plus voyoute. Dans les filets de sa pêche miraculeuse, Jésus avait remonté du hareng. Celui-là avait les nageoires crochues. Profitant de la mêlée, il avait fracturé le tronc comme on décalote à neuf. Il plongeait dedans à plein ras. « Police !» j'ai dit en lui collant ma carte sous le nez. « Brigade des cultes !» C'est tout.
trouvailles quand même. Cette scène que vous décrivez, c'est vraiment la débâcle de 40. 14-45. C'est la... Voilà. C'est la débâcle. Derrière. Et plus précisément, je situe cette scène au moment où l'hôpital psychiatrique de Clermont est évacué. Bon, il y a eu un livre qui a été écrit là-dessus, qui s'appelle Le Train des Fous, où on a entassé les malades mentaux dans un train pour les envoyer un petit peu plus loin. Et donc le livre se passe effectivement, il y a la débâcle, il y a le début de la collaboration qui n'est pas encore la collaboration officielle, puisqu'elle ne s'est pas encore officiellement mise en place, mais il y a toujours des bons élèves qui devancent l'appel. Donc là, en l'occurrence, il y a une galerie de bons élèves, et le livre traite en toile de fond de l'élimination des malades mentaux qui, en Allemagne, avaient préfiguré d'autres éliminations et qui, en France, répondaient. Alors, ça ne s'est pas fait de la même façon. Hein. Il n'y a pas eu d'élimination programmée en France comme il y a eu en Allemagne. Il y a plutôt eu des choix qui ont été faits en fonction de la valeur de tel ou tel malade quand il s'agissait de donner l'alimentation. Mais néanmoins, il y avait des théories en France qui couvraient les rues et les couloirs scientifiques à cette époque-là, qui étaient portés par un savant, un médecin, un chirurgien de talent, qui s'appelait Alexis Carrel, qui a théorisé autour de l'eugénisme, notamment l'eugénisme des malades mentaux et l'eugénisme social. Roman pour jeunes et Béatrice Nicodème, vous avez fait le choix, on rappelle quand même pour ceux qui ne le sauraient pas, entre autres pour les plus jeunes, que nous sommes à l'année du 70e anniversaire de la libération de la France par la résistance intérieure et les armées alliées. On reviendra sur comment on peut entendre les choses, et entre autres celle d'Épinal en septembre 1944. Donc c'était évidemment l'occasion de parler de ces sujets. Et vous avez, Béatrice Nicodème, avec Vous ne tuerez pas le printemps, mis en scène cette période de la résistance intérieure et de la peur qui rôde. Je vous ai déniché une perle, une jeune fille de mère anglaise et de père français. Quand son père est mort, elle avait 9 ans, elle est devenue tellement insupportable que sa mère l'a expédiée en France chez ses grands-parents paternels. Elle ne l'a récupérée qu'il y a 6 ans quand elle s'est remariée. Il y a aussi un fils aîné grièvement brûlé pendant la bataille d'Angleterre. En voyant ce que les Allemands lui ont infligé, sa sœur s'est jurée de leur faire payer. C'est une forte personnalité, une opératrice remarquable. Elle a eu d'excellentes notes pendant sa formation, sauf en ce qui concerne la discipline. Elle ne vous obéira peut-être pas toujours aveuglément, mais elle n'a peur de rien. J'espère tout de même qu'elle respectera les consignes de sécurité, parce que j'ai un autre souci. La façon dont notre radio a été arrêtée ne me plaît pas du tout. J'ai parlé avec la femme à qui il louait une chambre. Il n'était pas rentré depuis 10 minutes lorsque les Allemands ont déboulé. Vérifiez dans vos archives, vous verrez. Son dernier message est interrompu net, alors qu'il avait à peine commencé à transmettre. Aucune voiture Gogno n'aurait pu le repérer aussi vite, et d'ailleurs personne n'en a vu à proximité. Je suis convaincu que quelqu'un l'avait dénoncé. C'est hélas possible, et ce ne serait pas le premier. Georges souffle la fumée avec impatience. Il y a eu trop d'arrestations chez nous, et en trop peu de temps. Beaucoup plus que les lois de la probabilité ne l'autorisent. Il y a 15 jours, quand on est allé réceptionner des armes, les Allemands étaient déjà là à nous attendre. On ne s'en est tiré que par miracle. Une autre fois, j'ai vu un camarade se faire arrêter presque sous mes yeux, alors que j'arrivais à un rendez-vous qui n'avait été décidé que la veille au soir. On ne compte plus les boîtes aux lettres brûlées et les dépôts d'armes saisis. En un mot, j'ai la conviction qu'un agent double s'est infiltré dans le réseau. Les yeux du major, d'un bleu de porcelaine, expriment désarroi et compassion. Qui puis-je, Perceval? Soupire Buckmaster. Pouvez-vous me citer un réseau qui soit resté intact depuis sa création? Êtes-vous en train de me dire que les risques sont trop grands? Vous ne pouvez pas continuer dans des conditions si difficiles? Vous savez bien que je ne baisserai jamais les bras, protège Georges. Je suis prêt à donner ma vie pour curer l'Europe de la pestilence nazie, comme dit votre Premier ministre. Alors, à ces quelques lignes, on est en 1943, on est en France occupée, on voit un agent qui est franco-anglais, donc la question de la langue permet d'avoir un opérateur britannique qui quand même connaît bien la langue française, et pour cause, il est bilingue. Et puis, on voit un major anglais et des résistants français. C'est les Anglais qui dirigeaient la résistance intérieure à Brest. Oui, justement, je trouvais ce sujet intéressant parce qu'on parle toujours de la résistance à juste titre, mais on ne parle pas beaucoup du service qui avait été créé par Churchill. Je ne sais pas si on m'entend. Vous entendez? Oui, oui. Et qui avait été créé par Churchill en 1940 et qui avait des sections pour différents pays, dont une section française, et qui formait des agents, donc évidemment de préférence en général bilingue, en tout cas parlant français impeccablement, qu'on parachutait en France et qui aidaient les résistants, qui réceptionnaient
les envois d'armes, etc. Il y avait des opérateurs radio, ils faisaient une liaison entre la résistance française et le QG de Churchill. Et on en parle très peu de ce service-là. Et ça, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a eu beaucoup de très jeunes, et notamment il y a eu 39 femmes, enfin jeunes femmes ou jeunes filles dans la section française, qui étaient vraiment très jeunes et qui auraient pu rester en Angleterre tranquillement, enfin tranquillement c'est pour dire, mais qui ont pris des risques fous parce qu'une fois parachutés en France, évidemment ils avaient des faux papiers, donc si on les arrêtait, ils étaient tout de suite exécutés. Et très souvent les jeunes filles étaient opératrices radio parce qu'elles étaient particulièrement habiles. Et c'était un des postes les plus dangereux. Donc voilà, j'ai voulu prendre un de ces personnages, une jeune fille que j'imaginais, mais qui subit la formation que ces jeunes gens ont subi et qui vit en France, c'est un peu ce qu'ils ont vécu. C'était un aspect un petit peu excentré de l'occupation française, allemande en France, parce qu'on en parle très peu. Et d'ailleurs, mon projet, ça serait, j'ai écrit un premier roman sur un jeune adolescent qui vit en France, s'engager dans la résistance. Mon projet, ça serait d'écrire un troisième roman avec un jeune allemand ou une jeune allemande, voilà, pour avoir un peu trois points de vue différents de jeunes adolescents pendant cette période-là. Autre extrait, cette fois-ci, Amis entends-tu, alors Voilà, ça... c'est le volet français. Voilà, et ça, Amis entends-tu, c'est évidemment... Le premier vers du chant des partisans. Voilà. Ça a été assez compliqué pour pouvoir l'utiliser comme outil, parce que ça n'appartient pas au domaine public. Voilà. Et vous avez eu l'autorisation? L'autorisation de Maurice Druon, qui était encore vivant à ce moment-là. Bien. Alors, petit extrait à nouveau. À 7h40, une main se posa sur mon épaule. Prostré, je n'avais entendu ni la clé tourner dans la serrure, ni les pas de l'homme qui se tenait à côté de moi. Il avait un sourire ironique et de longues mains fines. Il était habillé en civil. Je supposais que c'était lui qui était chargé d'infliger des tortures raffinées aux condamnés. « Je suis l'interprète », m'expliqua-t-il. Il en fallait évidemment un pour traduire les questions des verdâtres et les réponses des condamnés. Il était donc interprète et tortionnaire. « Suis-moi », ordonna-t-il. Mon petit déjeuner me remonta dans la gorge. Je me levai et titubai dans le sillage du tortionnaire. Il fit quelques pas dans le couloir, ouvrit une porte sur la gauche qu'il referma derrière moi. Les deux premières choses que je vis furent un évier et une cuisinière à charbon. Puis je remarquai la batterie de couteaux accrochée au mur. Cette pièce était donc à la fois la cuisine et la salle de torture. L'homme contourna la table en direction des couteaux. Il se mit à fourrager dans sa poche en marmonnant « Gottertam ». Puis sortit un passe de sa poche, ouvrit une autre porte et se retourna vers moi. « Maintenant tu fonces dans la cour et tu files, vite, je dirais que tu as réussi à t'échapper. Et ne recommence jamais ça. J'ai pitié de toi parce que tu n'es qu'un gamin et que tu as l'âge de mon fils. Je ne te sauverai pas une seconde fois. » Je n'étais pas dupe. Il m'incitait à fuir pour tirer dans mon dos ou me lancer à couteau entre les deux omoplates. Je ne lui donnerai pas ce plaisir, un héros regarde la mort en face. « Qu'attends-tu » s'énerva-t-il. « Qu'il parte à ta recherche, allez file, rentre chez toi, Schnell !» Être héroïque ne me parut plus tout à coup tellement indispensable. Je pris mes jambes à mon cou et traversai la cour. Pas de technique métallique, pas de bousculade derrière moi, pas de cri. La cour était fermée par un muret surmonté d'une grille. Un des montants de la grille montait et je n'étais pas gros. Au prix de quelques contorsions d'un bouton de ma chemisette, je me faufilais de l'autre côté et sautais plus mort que vif sur le trottoir. Cette partie du bâtiment donnait dans la rue du Roi Albert. Je pris mes jambes à mon cou, droit devant moi vers le sud, loin de la place du Maréchal Foch. Je fis un grand détour par la rue de Strasbourg, le château des Ducs de Bretagne et la rue de Richebourg. Une fois passé la grande porte du lycée, je crus que mes poumons allaient éclater et je dus m'asseoir par terre un long moment avant de pouvoir gagner le gymnase où j'expliquais au professeur que j'avais été malade pendant la nuit. Il n'était plus question de retourner avec Jackie devant le lieu de mon exploit. Je me contentais de lui expliquer avec force détail pourquoi j'étais arrivé en retard. Le poinçon n'était pas une preuve suffisante, mais mon teint livide et mes mains encore tremblantes convainquirent mon copain que je ne bluffais pas. Devant son regard effaré, je me dis que j'avais enfin réussi. Nous nous dirigeâmes avec les autres par un corps de lys. Je regardais Pfeffer, accroché à mi-hauteur, tétanisé et proche de la crise de nerfs, lorsque Jackie s'approcha pour me murmurer à l'oreille. Les feldgendarmes, c'est juste des agents de la circulation. Il aurait mieux fallu t'attaquer à la GPFP. C'est eux qui se chargent des arrestations. Faire sauter l'hôtel Boileau, ça vaudrait le coup. Mais ça m'étonnerait que t'en sois quatre. Je répliquais qu'aujourd'hui, l'important n'était pas le résultat. J'avais juste voulu lui prouver que je n'avais peur de rien, que ses chefs me confient de vraies missions, ils ne seraient pas déçus.